On est samedi le 26. Bienvenue en prenant votre café. Qu'est-ce que vous diriez si un de vos employés achetait un produit d'un concurrent? Je vais vous parler de ça, mais on va vous dire qui fait ça. On va vous le dire, là, on va vous le dire. Mel Gibson. Mel Gibson a des mots un petit peu difficiles sur Kamala Harris. Les gaz à effet de serre, toujours à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'usure du pouvoir. La fameuse usure du pouvoir, hein? Les journalistes, c'est le mot en austérité. Ils me font rire, eux autres. La productivité, l'Allemagne a un truc, que je vais vous jaser de ça. Oh, le 26 octobre 1960. C'est une journée très importante pour le Québec et les autres provinces. Groupe Sélection, on a des nouvelles. Goudzo, on a des nouvelles. Le lait Fairlife, un lait que j'adore, il y a des nouvelles là-dessus aussi. Les taux d'intérêt, je vais vous parler de ça. J'ai reçu un email de ma députée. Une pénurie d'auto usagés. Globe and Mail sur l'inflation sont sévères un peu. Vous vous souvenez de Palantir? Je vais vous en parler. Ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est parce que je l'ai tradé beaucoup. Le prince Charles s'est rendu stone aux îles Samoa. Ouais, puis les mots les plus clichés et plates d'un email qu'on est capable de comprendre ce que vous voulez dire. Non, mais tu sais, dans un email, il y a des mots qu'on écrit, là. On comprend ce que vous voulez dire. Hein? On comprend. Qu'est-ce que vous diriez? Mettons que moi, j'ai un employé, mettons, qui fait des gaufres. Fait des gaufres. On vend des gaufres, on mange des gaufres. Mais elle va les acheter de quelqu'un d'autre ailleurs, puis elle en fait la promotion. Hey, je ne serais pas content. Donc, remettez ça dans l'esprit, mettons, de l'auto. Le président de Ford, s'est fait venir une Xiaomi SU7, une auto chinoise qui n'est pas vendue aux États-Unis. Il l'a fait venir, puis il roule avec depuis 6 mois, puis il capote dessus. Ça peut vous donner un indice, hein? Comment même les grandes compagnies comme Ford n'est pas capable de suivre le pace, mais lui, il va avoir une auto électrique comme ça, fait qu'il ne fait venir une de la Chine en payant toutes les taxes, bien évidemment. Là. Ça fait 6 mois qu'il roule là-dessus. On a déjà congédié dans le temps pour moi que ça. Je me souviens à Sainte-Thérèse, là, il y avait quand GM était là, la plupart des gens avaient des GM. Là, donc, ça me fait un petit peu sourire. En parlant d'auto, j'ai vu dans le National Post une review du Urus SE. Et j'aime les autos. Vous savez que je remplace ma Huracan par un Urus, justement. Pas le SE parce qu'il n'était pas disponible puis il était encore plus cher. Mais tu sais, est-ce qu'on doit faire la promotion ou le review de ce type d'auto-là? Hein? En partant, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se l'acheter. Deuxièmement, c'est des énergies fossiles. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas en vendre, il ne faut pas faire rêver les gens de penser à s'en acheter. Je suis capable de faire mes recherches tout seul. Donc, vous voyez, je suis de gauche. Voilà. Hein? Si vous me cherchez, je suis où? Je suis à gauche. On peut être de gauche et de droite. Hein? On peut penser aux systèmes sociaux et penser à l'argent que ça prend pour le faire. Et le faire, c'est pas rêve en couleur puis endetter constamment. Valérie Plante, c'est ça qu'elle a fait. Là. Elle a quand même monté le déficit de 4 milliards à 6,9 milliards de la ville. Hein, puis le monde dit hey, non, c'est la meilleure mairesse depuis les 20 dernières années. Ben non, mais c'est une bande de cons qu'on a eu avant les 20 dernières années. Là. C'était Bourque le dernier qui avait de l'allure. Donc, elle a fait des bonnes choses, mais elle a surtout mis Montréal dans la marde financièrement. Là. Surtout. Hey, Mel Gibson n'aime pas Kamala Harris. Là, les artistes, c'est drôle. Là. Taylor Swift s'en va vers Harris. Comment il s'appelle? Le lutteur s'en va avec Trump. Elon Musk avec Trump. Et Mel Gibson, lui, a pris sa position, c'est Trump. Il est interviewé dans un aéroport. Il demande, c'est qui ta position? Pour qui tu vas voter? Il dit, écoute bien, là. Hein? Harris est vide, est creuse, puis elle a un IQ d'un poteau de clôture. C'est ça. C'est ça. Ça va être spécial, là. C'est dans 2 semaines, là, ces élections-là. Qui va rentrer? On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais Colin, que ça ressemble à Trump.
À suivre. J'ai pas de parti pris parce que je le trouve con. Hein? Puis c'est vrai que je la trouve cruche, Harris. Donc, voilà. Hein? À suivre. On va suivre ça de près. Hey, les gaz à effet de serre sont toujours à la hausse et c'est pas une bonne nouvelle. Vous savez que même les barrages d'Hydro-Québec, là, c'est hydroélectrique, c'est beau, hein? Mais quand ils inondent, là, c'est un peu comme les castors. Là. Quand un castor fait un beau barrage, puis vous dites, oh, c'est bucolique, là, vous mettez la photo sur Instagram. Regardez le travail de ces bêtes merveilleuses qu'on a sur nos Saint-Saëns. Hein? Vous capotez bien raide. Hein? Ben moi, je cours tout le temps après les castors parce qu'ils font des barrages dans mes calvettes puis ils m'empêchent de les cultiver. Pendant qu'ils font ça, là, ben, ils font pourrir des arbres, du méthane. Hydro-Québec en fait aussi beaucoup, beaucoup. Avec les barrages, avec toutes les inondations qu'ils sont obligés de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour les gaz à effet de serre? Il faut aider. Avant de se faire chier ici, là, comme on fait avec les ustensiles en bambou, là, hein, au lieu du plastique, puis les sacs en plastique, il va falloir à un moment donné d'aider sérieusement les pays qui polluent le plus. Des usines au charbon, là, ça pollue en tabarnouche. Gaz naturel liquide, un peu moins. Tu sais, vous voyez, là, si on veut prendre contrôle de la planète, là, il faut que ça soit global. Il faut arrêter de penser local. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter nos initiatives, mais là, ici, on parle tout le temps de taxes de carbone. Sincèrement, y a-t-il quelqu'un qui comprend la taxe de carbone ici? Pas beaucoup de monde, là. On comprend ce que c'est, là, mais c'est abstrait en tabarnouche. Je ne sais pas en montant une taxe. Ça va juste faire monter le prix, puis les gens ne comprendront pas pourquoi que ça monte. Mais on met l'emphase sur la taxe de carbone. Il faut aider les pays. J'ai été en Tunisie, là, c'est polluant tabarnouche. Pollué. Des sacs de plastique, il y en a, puis il y en a partout. Des poubelles partout. Donc, il faut aider. Maintenant, ils font comment leur électricité en Tunisie? Je ne sais pas, là, mais regardez la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, le Vietnam. Regardez tout ça. Là. Maintenant, il y a de l'ouvrage à faire mondialement si on veut régler le climat. Le climat n'a pas de frontières, là. Donc, c'est sûr, arrêtez de nous parler de la taxe de carbone, puis voyons ce qu'on peut faire. Et ça passe aussi par le pétrole du Canada, le gaz naturel liquide. Ben oui, qu'est-ce que je vous dis, hein? Il y a deux choses en affaires que vous ne voulez pas dépendre. Et regardez, je le mets en pratique. Je me lève le matin, je n'ai pas de souci si le gouvernement va changer ses lois. Je n'ai aucun souci. Pourquoi? Je n'ai pas de subvention et je ne dépends pas de travailleurs étrangers. Je pourrais, avec la ferme, faire venir des travailleurs étrangers. Je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas de place pour les accueillir. Donc, les travails au champ, c'est moi et ma famille qui le font. On en fait moins. On fait ce qu'on peut. Mais je ne suis pas en train d'être, il va-tu me donner une subvention, faut-tu que je mette le prix, il va-tu me permettre d'en avoir? Tout ça, ça amène des stress supplémentaires. Maintenant, il y a des entreprises qui se sont bâties sur, OK, on va prendre l'expansion parce qu'on va aller chercher des travailleurs étrangers parce que personne ne veut faire le travail. Ce n'est pas seulement des fermes. Et là, le gouvernement met un break à ça. Parce qu'il y a eu, bien évidemment, trop d'abus, on est allé chercher du cheap labor. Maintenant, tu ne peux pas broyer. Tu ne peux pas broyer que ça n'existe plus. C'est un freebie. Tu as eu comme un passe-droit. Tu as profité d'un système. Donc, il y a un paquet d'entreprises dans le journal qui disent, ouais, mais là, regarde, je suis dans la merde, mais devoir aller aux États-Unis. Tu n'aurais peut-être pas dû avoir cette croissance-là. C'est de l'argent qui sort. Les travailleurs étrangers temporaires, là, c'est des gens qui viennent ici, qui vivent pauvrement ici, pour ramener le maximum d'argent dans leur pays. On ne gagne pas avec ça, là. Je ne dis pas que c'est mal, mais on ne peut pas faire une économie florissante en dépendant de ça. Les fermes, tu en as besoin. Mais qu'est-ce qui me reste à faire, c'est me moderniser, être plus efficace. Et ça, les coupures d'immigration que Trudeau vient de faire va forcer les entreprises, des entreprises comme ça, à dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comment on peut s'améliorer, comment on peut optimiser. Regardez, les robots de Tesla ne sont pas encore disponibles, là. Mais des entreprises comme ça, qui ont du travail répétitif, avoir un robot qui fait un job à la place, va être pas mal mieux, là. Un robot qui va coûter 30 000 $, c'est bien mieux qu'un employé qui coûte 30 000 $. Là. Donc, deux choses que vous ne voulez pas dépendre, hein? Ben, c'est ça. Les subventions. Si vous dépendez d'une subvention pas coupée, tu n'as pas à chialer. C'était ton modèle d'affaires de dépendre de ça. Il y en a qui sont spécialistes là-dedans, là. Les subventions, on peut les nommer. Théo Taxi, Panier Bleu, toute la même gang. Toute la même gang. Hein? C'est la même gang, là. C'est Alexandre qui est derrière ça.
Il y a une autre affaire que tu ne veux pas niaiser, puis je vais en parler tantôt avec Goudzo, là, c'est les impôts. Hein? Et si tu mets ta maison, mettons ma maison ici, je la mettrais sur Airbnb. À long terme. Mettons, je n'ai pas le droit à court terme, jamais à long terme. Et je la vends. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Des taxes. Oui, parce que ta maison a été réputée comme un revenu. C'est peut-être ta résidence principale, pas de problème. Mais quand tu vas la vendre, normalement, sur une maison, il n'y a pas de taxe. Là, tu vas payer la taxe. Ça vient de se passer en Ontario. Donc, le HST, le Harmonized Sales Tax, est de 13 %. Donc, il y a des gens qui ont loué leur condo et quand ils le revendent, quand même, c'est leur résidence principale, ils sont pognés à payer des taxes. Peut-être pas le gain en capital, mais les taxes dessus. L'impôt a le bras long. Hein? Si tu ne veux pas avoir de troubles dans la vie, tu niaises pas avec l'impôt. Il y a un article dans la presse de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, sur l'usure du pouvoir. Puis elle aussi, elle y a songé cet été quand il y a eu des problèmes avec les inondations, puis tout ça, puis tous les problèmes. Et puis Valérie Plante qui quitte. Puis il y a eu d'autres mairesses. Il y a le président de la Nouvelle-Zélande aussi qui a quitté la première ministre. Et le fameux usure du pouvoir. On ne parle pas de ça aux États-Unis parce qu'ils ont des mandats de 8 ans. Donc, tu le sais, quand tu sais que tu as une fin, là, c'est pas mal plus... tu le sais, tu n'as pas le droit de faire plus que 2 mandats. Donc, tu n'as pas cette usure-là du pouvoir et tu donnes tout ce que tu peux, puis tu sais que tu vas t'en aller, que tu ne peux pas être là. Donc, il va peut-être falloir revoir. Ou est-ce qu'on se lance en politique pour les vraies raisons? Quelle est la raison principale derrière la motivation de se lancer en politique? Vincent Marissal qui veut venir à Montréal. Quelle est sa vraie motivation, à part que le pouvoir? Quand il n'était plus journaliste, qu'il s'en allait à Québec solidaire, quelle était sa vraie motivation? Quelle était la motivation de Valérie Plante d'aller chercher le pouvoir, le fameux mot pouvoir? En affaires, là, on ne se lance pas en affaires pour avoir du pouvoir. On se lance en affaires pour avoir de la liberté, pour accomplir quelque chose. Parce qu'il y a une résolution à faire, il y a un problème qu'on voit et on veut le résoudre. Il y a une opportunité. Il y a des raisons et il y a des entrepreneurs qui le font que pour l'argent, qui s'épuisent. Quand même que tu es passionné par ton entreprise, par tes produits, ça se peut que tu t'épuises parce que c'est tough, c'est long. Mais c'est pas mal. Quand tu le fais pour la passion, c'est pas mal différent que quand tu le fais pour l'argent. Donc, il faut se poser la question derrière les motivations de nos politiciens qui sont fatigués. Ils sont fatigués de ne pas être capables de faire avancer les choses parce que ça devient frustrant. Moi, j'ai la motivation en ce moment. J'ai eu la motivation dans le centre d'appel parce que j'ai travaillé dans des entreprises qui ont eu de la croissance. On a travaillé la croissance. Pas mal plus le fun à gérer d'avoir la croissance qu'avoir des bâtons d'un roue. Les villes jouent avec des bâtons d'un roue. Pourquoi? Parce qu'ils laissent les syndicats gérer. Un syndicat n'est pas là pour gérer, il est là pour protéger ses membres. On a laissé les syndicats dans nos fonctions publiques et parapubliques prendre le contrôle de la gestion. Tu ne peux plus gérer à ce moment-là. C'est tout le temps non. De moins en plus, de moins en plus. Donc, ça prend, il faut renverser. Il faut renverser le pouvoir. Tu n'es pas là pour gérer, monsieur le syndicat, là. Madame la syndicate, là. Ça se dit pas, on s'en fout, là. Tu n'es pas là pour gérer. Tu es là pour s'assurer que tes membres sont bien protégés, que tu ne les abuses pas. Il y a toutes les lois de la CSST, tout ça, là. Tu sais, CNSST, puis l'harcèlement, puis ça. Il y a tout ça, là, mais les syndicats se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à un moment donné, si tu veux être capable de gérer, il faut que tu les mettes de côté. Tu te dis, regarde, toi, tu feras ta job quand tu la feras, moi, je vais en faire ma job. Et ça se peut que je coupe des gens. Toi, tu protèges ceux qui restent. Moi, j'ai le droit d'envoyer ceux qui ne sont pas là. De mettre dans des conventions collectives, de ne jamais couper, c'est complètement rire des contribuables. C'est ça dans la STM, il doit en avoir un paquet d'autres. Donc, l'usure du pouvoir. On apprend que Valérie Plante est fatiguée, elle n'a pas le goût de donner un autre 4 ans. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans une entrevue qui passe dans une petite ligne inaperçue? Ben, elle va regarder qu'est-ce qu'elle va faire après. Politique provinciale, fédérale ou internationale. Elle veut sûrement aller à l'ONU ou quoi que ce soit, là. Elle va continuer à faire de la politique. Elle est prête à faire de la politique provinciale. Elle est usée au municipal, mais elle est prête à aller au fédéral ou au municipal ou au provincial. L'hypocrisie un peu, là. L'hypocrisie un petit peu.
Les journalistes et le mot en austérité, le gouvernement du Québec a décidé de mettre un gel d'embauche à partir de novembre. Il y a des bruits. Quand j'entends des bruits, je me demande d'où c'est. Bien, il y a la rue, hein, pas loin. Hein, fait que, le fameux mot en austérité, le fameux mot en A, là, les journalistes recommencent à en parler. Et pourtant, quand le gouvernement dépense, embauche sans compter, il dénonce l'embauche massive, puis ça coûte de l'argent. Puis lorsque le gouvernement dit « OK, là, on va faire un gel d'embauche », imaginez-vous, ils font un gel d'embauche le 1er novembre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans la prochaine semaine au point de vue des embauches au gouvernement? C'est all-in, là. Parce qu'ils savent après ça qu'un gel, les petits roitelets, là, hein? C'est bizarre, ces bruits-là. Les petits roitelets, là, qui sont là, veulent avoir plus d'employés. Ils vont en profiter, là. Ils vont en profiter en tabarnouche. Mais c'est ça. Le gouvernement, dès qu'on dès qu'on voit qu'il veut gérer, les journalistes disent non, 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 le mot en austérité. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Puis il était temps que le gouvernement mette un gel d'embauche. Plus que temps, là. Ça n'a pas de bon sens, le nombre d'employés qu'on a embauchés. Pour le peu de services qu'on a. Parce que là, ils pensent qu'ils vont couper en santé et en éducation. Vous savez que même en santé et en éducation, on peut couper des employés. Pas sur le plancher. Pas sur le plancher. Mais dans les bureaux. Et si tu ne parles pas si tu parles pas à un citoyen, ben c'est exactement ça qu'il faut se poser comme question. Si tu ne parles pas à des citoyens, ben ta job est en danger. Là, c'est... Il y a du bruit parce qu'il passe le blower en ce moment. Il a beau être très, très tôt le matin. Ils ont commencé tôt. Fait qu'on va vivre avec. On va vivre avec les bruits, hein, parce que ça va me déconcentrer. Très intéressant. Une étude qui se passe en Allemagne en ce moment avec une 80aine d'entreprises. Ça se dit pas ça, là, c'est 80aine. À peu près 80 entreprises qui ont décidé de faire le test avec l'Université de Munich de travailler que 4 jours par semaine. Donc, au lieu de travailler 40 heures par semaine, ils vont en travailler 36 sur 4 jours. Bien, la productivité a monté. Mais ils sont payés pour 40 heures, ils en font 36 sur 4 jours. Mais le deal avec les employés, c'est OK, parfait, on va vous payer pareil, mais vous devez être plus efficace. Donc, il faut couper les réunions. Vous savez que les employés au gouvernement fédéral passent 20 % de leur temps ici au Canada, en réunion. Donc là, le gouvernement, là-bas, les 80 entreprises ont dit, parfait, on va réduire le nombre pour avoir un test qui a de l'allure, pour voir est-ce qu'on est capable d'être plus productif. Donc, ils ont réduit les réunions de beaucoup. Ils ont demandé aux employés de fermer le cellulaire et ne pas avoir accès à certains endroits à Internet pour aller voir ton Facebook, puis tout ça. Donc, ils sont revenus sur le « Hey, on va faire le travail pour lequel on est payé. » Et on ne répondra pas à tous les textos de la journée. Parce que ça, c'est bien évident que ça a affecté notre productivité solide, mais la productivité a monté. Les employés travaillent moins, sont heureux. Ils font 1 heure de plus par jour, là, bien évidemment, mais sont plus heureux. Productivité a monté, mais il y a eu des règles en échange. On va faire ça, mais il faut faire ça. On pourrait le faire sur une semaine de 40 jours, mais c'était le deal avec les employés. Regardez, on réduit ça. On améliore. Donc, tu sais, ça, c'est le genre d'études qu'il faut essayer. Première place qu'on devrait essayer ça serait au gouvernement dans certains départements. Essayez de voir, là, chez nous, la dernière fois qu'on a une réunion, ça n'existe pas. On n'en fait pas. On s'envoie un email, on s'envoie un texto, puis on se dit, regarde, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais on avance. On ne perd pas notre temps à discuter par brainstorming. Là. Un moment donné, avant la pandémie, j'avais un employé qui nous aidait au point de vue marketing. Il venait ici une fois par semaine pour une réunion. Ça prenait toute la journée. C'était tellement long, ça n'avait pas de bon sens. Hey, je vous emmène le 26 octobre 1960. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1960? Vous allez voir ça. Là, je ne sais pas si vous voyez tout, là. Les provinces pourront percevoir leurs propres impôts directs. Avant ça, c'était pas possible, hein? C'était pas possible aux provinces de taxer. C'était Ottawa qui taxait, puis ils en remettait. Et les paiements de péréquation fixés à 220 millions. C'est 220 000 qui est marqué, là, mais quand tu lis l'article, c'est 220 millions pour 5 ans. Et qui recevait de la péréquation beaucoup, hein, pendant toute ma jeunesse aussi,
c'est Terre-Neuve, bien entendu, province des Maritimes, qui verse de la péréquation, qui quête de la péréquation en ce moment. C'est le Québec qui en quête beaucoup. Et la Terre-Neuve qui nous en donne parce qu'ils ont dit oui au pétrole, eux autres. Parce qu'on en a besoin mondialement, imaginez-vous, du pétrole, puis même localement, là. L'autre chose qui était, puis on parle constamment de ça, je viens juste d'en parler, sur la productivité. Puis en 1960, il y avait un Conseil national de la productivité créé bientôt parce qu'on était encore en retard en 1960 sur les États-Unis. Tu sais, quand tu es toujours en retard sur ton voisin, à un moment donné, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de mal. J'ai ma petite idée pourquoi on est tellement pas bon depuis longtemps. Puis vous le savez, j'en parle souvent. Est-ce que ça serait la trop grande puissance des syndicats? La réunionnite? Hein? Exactement. Des nouvelles du groupe sélection. Normalement, quand je parle du groupe sélection, je mange un char de marde quelques jours après ou la journée d'avant. Donc, salut, je m'attends à avoir un texto. Il y a des personnes qui n'aiment pas que je parle de groupe sélection, donc ils me demandent d'arrêter d'en parler. C'est comme ça. Je n'arrêterai pas. C'est dans les nouvelles. Moi, tant que tu es dans les nouvelles, je parle. Tu sais, là, il y a quelqu'un qui me demandait hier, tu ne parles pas de ça. Bien, je ne peux pas parler ce qui n'est pas dans les nouvelles. T'sais. En finance, je fais des propres recherches sur des choses à vous présenter. Mais autrement, quand je parle de finance dans mettons comme groupe sélection, au Goudzo, ben, c'est parce que c'est dans les journaux. Donc, je vous rapporte et j'analyse mon œil de ça. Le groupe sélection, son PDG, il était en 2021, le PDG de l'année Grandes entreprises. Hein? En 2022, il fait faillite. C'est ça. Avant la pandémie, il était déjà dans le trouble financier avec des montages financiers qui n'avaient pas de bon sens, puis une surdette et un train de vie princier. Pendant la pandémie, hein, parce qu'il y a des gens qui sont excellents pour flairer les faiblesses des politiciens et la disponibilité des subventions. Donc, il est allé chercher du programme Pacte 100 millions. Ça n'a pas duré longtemps, ça a tout parti en fumée, cette affaire-là. Là, il est en faillite de son entreprise. Il vient de faire un deal pour sa faillite personnelle, mais est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer? Il y en a deux frères de notre entreprise qui disent non, on n'accepte pas ce deal-là, sont en cours. On va le voir dans les prochaines semaines si ça passe ou si c'est accepté. Ils veulent le mettre en faillite puis avoir accès à tout ce qui est en dessous de ses fiducies. C'est problématique parce que les fiducies de Réal Bouclin sont aussi aux États-Unis et ça rend le voile corporatif, lever le voile corporatif, pas mal plus compliqué que si c'est au Québec. Il n'est pas fou, hein? Et tu sais, quand tu fais toutes sortes de choses comme ça, là, c'est que tu sais que tu es à risque et que si ça pète, ben, tu es protégé. Hein? Tu ne vas pas retomber à zéro total. La meilleure façon d'être protégé, c'est de ne pas avoir de dette, là, hein? Ou de limiter. Donc, Réal Bouclin a eu du flair pour aller chercher 100 millions pour dire, nous autres, on est meilleurs parce que les aînés. En pleine pandémie, tu ne peux pas laisser tomber les aînés. Il a flairé ça, il a eu 100 millions. La même chose que le panier bleu. L'Internet, hein, là, c'est ça. Hein, l'Internet, les gens n'ont pas de site web, le panier bleu est là, on arrache des millions. Il faut faire concurrence à Uber. Théo Taxi va siphonner 60 millions. Nordvolt, ils viennent voir le Québec qui est quêteux puis qui dit on n'a pas de batterie, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de batterie, réchauffement de la planète. Fait que Nordvolt a senti ça à travers tous les gouvernements à travers le monde. Ils ont réussi à lever 13 milliards un peu partout, sinon plus. Là. J'ai oublié les chiffres, c'est rendu complètement fou. Il y a ici, mais un peu partout, 30 milliards, je pense, qu'ils ont levé. Et là, c'est en train de tomber. Ils ont besoin de 300 000. Ils ont tout flambé l'argent qu'ils ont eu. Là, ils ont besoin de 300 millions pour être capables de survivre pour quelques mois. Ça, c'est tous des quêteux, des profiteux. Puis les politiciens, par peur de manquer le bateau. Tu sais, c'est ce que je vous montre dernièrement, l'approche Livermore. L'approche Livermore qui dit, t'es mieux à la bourse, il attend les points pivots. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être réagir sur le fait au lieu d'agir trop vite, avant le temps. Parce que des fois, en bourse, on a des mauvais signaux qui nous envoient dire OK, mais c'était pas le bon signal. Selon l'approche Livermore, c'est que tu attends que le fait se passe et que la tendance est soit vers le haut ou soit vers le bas pour agir. Bien, il y a des gens comme Nordvolt, Panier Bleu, Théo Taxi, Bouclin, qui sont des spécialistes de sauter sur les occasions, de dire
Ben oui, mais nous, on est là pour sauver le monde, là. C'est tout ça, là. Panier bleu, Théo Taxi, le groupe Sélection que pendant la pandémie, et Nordvolt. Puis le gouvernement dit enfin, quelqu'un vient me sauver, je ne serai pas obligé de le faire. Moi, le faire par quelqu'un d'autre, ben, ça nous a tout coûté des millions. Des millions. Beaucoup d'argent. Donc, il y en a un qui n'est pas sorti du trouble. Ça a l'air qu'une grande famille qui va venir le sauver, mais là, ça fait 3 semaines qu'ils ne viennent pas le sauver. Laissez-moi douter que ce serait la famille Desmarais qui voudrait sauver Goudzo. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je rencontrais Goudzo, il me disait tout le temps qu'il était chez les familles Desmarais dans son jet privé pour aller dans les Hamptons aux États-Unis. Donc, est-ce que la famille Desmarais va venir sauver Goudzo d'une faillite potentielle? Le gouvernement, la ville de Laval a pris possession d'un terrain, une hypothèque, et Revenu Québec aussi a pris possession d'un terrain. Là, pourquoi ils ont pris possession? C'est qu'ils n'ont pas remis les retenues à la source. Quand tu es rendu à vivre de la TPS-TVQ, qui ne nous appartient pas, on la collecte au nom du gouvernement, les retenues à la source, nous autres, avant, c'est nous autres qui le faisaient, puis on l'envoyait. Maintenant, quand on fait la paye, c'est toujours déduit tout de suite, puis on l'envoie à chaque paye. Comme ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, parce que je suis, en tant que propriétaire, je signe de mon sang. Hein? Je suis 100% responsable des impôts, TPS, TVQ et des retenues à la source. Quand tu es rendu à financer ton entreprise en ne versant pas tes retenues à la source au gouvernement, tu es dans le trouble. Et si tu veux pas avoir de trouble dans la vie, là, tu payes tes impôts. Eux autres, ils ont le bras long, solide. Goudzo est rendu là. Il n'y a pas de chance de survie. Il n'y a pas de chance de survie. Ses cinémas sont sales. Il a fait un train de vie trop princier par rapport à ce qu'il y avait. Il essaie d'étirer du temps, mais je veux dire, on parle de semaines avant qu'il déclare faillite, là. Qui va venir sortir du trouble quelqu'un qui ne paye pas ses impôts? Qui va vouloir toucher à ça? Personne. Personne. J'ai souvent parlé du lait Fairlife, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. C'est un lait que j'avais goûté en 2014 aux États-Unis, qui a plus de protéines et qui est ultra, ultra, ultra filtré. Donc, il appelle souvent le lait Frankenstein. Mais c'est un lait qui est très bon, qui n'est pas trop dommageable pour ceux qui sont intolérants au lactose comme moi. Et les producteurs laitiers d'ici ont dit non, parce que Fairlife, qui appartient à Coca-Cola, Coca-Cola l'a acheté, et ils ont commencé à le vendre ici au Québec et au Canada. Mais c'était du lait des États-Unis, puis on avait un passe-droit, en attendant qu'ils bâtissent une usine de transformation à Saint Peterborough, en Ontario. Maintenant, c'est fait. Elle est là, l'usine. Le monde a chialé, boycottons, puis le lait américain, qui ont le droit de vendre en passant. Et ils ont bâti une usine maintenant. Bien, regardez, quand tu as une compagnie qui fait du marketing, qui fait un lait différent, parce qu'on est intolérant beaucoup au lactose, qui fait un lait différent, et qui décide de mettre la machine de marketing pour promouvoir le lait, même les producteurs de lait disent, regarde, on va bite de bullet pour quelque temps. De toute façon, vous en achetez pareil, là, du lait. Bien, aujourd'hui, ça vaut 1 milliard de revenus par année. Coca-Cola ne regarde aucune boisson dans son portefeuille qui ne rapporte pas au moins 1 milliard par année de revenus. Bien, ils sont rendus là. J'y croyais pas à un moment donné parce que ça a pris du temps à lever, mais ils sont rendus là. Donc, ils font du bien pour l'industrie du lait. Et au lieu de toujours chialer, bien, des fois, il faut avoir enlever nos œillères. Hein? Hey, les taux d'intérêt, bonne nouvelle, hein, tout le monde. J'ai tellement eu une bonne nouvelle que le premier email que j'ai de ma députée Rachel Bendayan, ici, parce que à mon email, j'avais commandé un drapeau. Donc, à mon email, elle peut me communiquer. Bonne nouvelle, les taux d'intérêt à la baisse. Non, c'est pas une bonne nouvelle que les taux d'intérêt sont à la baisse. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie. Et pourquoi les taux d'intérêt avaient monté? Pourquoi ils sont à la baisse en ce moment? C'est qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement, pendant la pandémie, est venu jouer dans la gestion de l'offre. L'offre et la demande des prix. Hein? En embauchant massivement des employés, en achetant différentes choses, en fermant certains quartiers, certaines industries, les restaurants. Donc, tout ça a été débalancé, puis là, on commence à avoir un rebalancement. On a fait augmenter, on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux gens. Il y avait des gens qui avaient leur compte d'épargne rempli à craquer, comme certaines entreprises, et le gouvernement est venu jouer là-dedans. C'est ça qui a fait que les taux d'intérêt ont monté en flèche, parce qu'on avait trop d'argent, on a trop consommé. Là, on revient avec notre propre argent, on paye nos dettes, donc on a moins d'argent pour la consommation. C'est ça que ça veut dire, là, ce qui se passe en ce moment.
Mais puisque la plupart des députés veulent faire de la diversion, protéger leur chef, donc ils envoient des emails puis ils parlent c'est une maudite bonne nouvelle, les taux d'intérêt, c'est bon pour nous. Personne. Mais comme l'économie, ce n'est pas bon. On est rendu à un taux d'inflation beaucoup trop bas. Et j'ai hâte de voir le renouvellement des conventions collectives s'ils vont demander le taux d'inflation, hein, parce qu'il est à 1,7. Je vais revendre mon Range Rover éventuellement cet hiver. Et il y a une pénurie, c'est une bonne nouvelle pour moi. Il y a une pénurie d'auto-usagers en ce moment. Et les auto-usagers, avant justement la pandémie, un auto-usager en moyenne valait 19 000 $. Aujourd'hui, ça vaut 33 754 en moyenne. Et les gens gardent leur auto plus longtemps, donc il y a moins d'autos disponibles pour les choses d'occasion. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle pour ceux qui ont des autos d'occasion à revendre. J'ai hâte de voir combien ça peut valoir. Je suis allé voir vite fait. Mon camion, ça vaut à peu près 50 000 à peu près. Mon camion Range Rover. Donc, à peu près ce que je dois, parce que je l'ai racheté après, en attendant l'auto électrique par excellence, qui n'est jamais arrivé. Donc, je vais attendre. J'ai acheté une autre auto en attendant. Hein? Le Globe and Mail, tu sais, quand on ouvre une boîte de Pandore et que les producteurs de lait demandent mettre la gestion de l'offre dans une loi pour ne plus jamais négocier. Bien, en ce moment, la Nouvelle-Zélande, je vous en ai parlé, demande 168 millions en compensation au gouvernement fédéral à cause de la loi actuelle. Donc, depuis qu'on essaie de passer ça, tout le monde creuse. Hein? Là, on apprend que les producteurs de lait jettent du lait. Il n'y a pas de révolte encore, mais à un moment donné, ça va venir. Ils ne veulent pas avoir de registre de combien de lait qu'ils jettent. Il y a François-Philippe Champagne qui s'était mis l'année passée, à cause de l'inflation, de sévir contre les grands. L'Oblast, métro, puis c'était inacceptable, puis il faut baisser nos prix, puis on vous emmène aux communes. Mais une chose qu'ils n'ont même pas touché, qu'ils n'osent même pas parler, tu sais, l'article part comme ça. Only rich man can eat quiche. Hein? Pourquoi dans une quiche, il y a des œufs, il y a du lait, de la crème? Toutes des choses sous gestion de l'offre et qui coûtent de plus en plus cher, qui amènent à l'inflation alimentaire. Mais ça, là, c'est comme dans le placard, là, comment on dit, là, il y a une expression avec ça. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler alors que ça l'impacte. Tout, si tu veux faire un gâteau, tu as besoin des œufs. Tout ça impacte. Du beurre, ça l'impacte. Moi, je fais des gaufres avec tous ces produits-là. J'ai maintenu mes prix le plus bas possible, mais je ne fais plus de marge, là. Je ne peux plus faire de marge, vous n'allez pas les acheter, tout simplement. Donc, je ne fais plus de marge là-dessus, c'est pas grave. Vous achetez autre chose en même temps. Donc, ça me fait mon bonheur pareil, mais ce n'est pas un produit que je vais me rendre riche à faire des gaufres, là. À moins que je sois capable de les exporter aux États-Unis, et ça fait partie de mes plans pour 2025, d'exporter nos gaufres, parce qu'elles sont vraiment bonnes. Si tu n'as jamais goûté à des bonnes gaufres, pur beurre, avec du sirop fait avec du sirop d'érable ou du mélilo, et la gaufre liégeoise est faite tout ça avec du sucre granulé, ce qui rend la chose excellente. Excellente. Donc, le Globe and Mail est parti en guerre contre les producteurs de lait. Tu sais, quand tu ouvres une boîte, là, tous ces gens-là, là, il y a de plus en plus de journaux qui commencent à attaquer. Donc, ils n'auront pas trop la sympathie du public trop longtemps s'ils ne montrent pas plus de transparence. Hein? Et il y a un titre que je monitor à chaque jour, les all-time high. Hein? Parce que le moment où que la bourse a planté, en 2018, c'est lorsqu'il y avait 126 titres dans la même journée qui avaient atteint leur taux le plus élevé. Et en fouillant ça, il y a un titre que je vous ai parlé souvent pendant la pandémie parce que je l'ai tradé, qui était bon pour moi. Bien, c'était Palantir. Je me souviens quand Palantir est arrivé en bourse le 28 septembre 2020. Je l'ai acheté, ça a monté, regardez, en fou, là, de 10 à 40 pour baisser comme toutes les SPAC. Et là, bingo, non, je ne pense pas que c'est un SPAC, eux autres. Et là, c'est remonté. Donc, Palantir est à son all-time high maintenant à 43. 43,56. Ça m'a fait sourire lorsque je l'ai vu passer, celui-là. Donc, voilà. En bas, en insolite. Le prince Charles est allé aux îles Samoa et il est allé boire du kava. Du kava, faites une recherche sur YouTube, vous allez voir, c'est une boisson
qui donnent des hallucinogènes. Et j'en ai ici. J'avais acheté sur Amazon. C'est difficile à trouver là, parce que probablement même Amazon. Ça fait longtemps que je l'avais acheté. Je l'avais acheté avant que Trump vienne au pouvoir parce que les gens de New York avaient tellement peur que Trump arrive au pouvoir qu'ils s'étaient mis à... Il y avait comme un trend que les gens commençaient à boire du cava pour se calmer. Ça aide à calmer. Fait que le prince Charles en a bu une gorgée. Mais allez voir sur YouTube, vous allez rire. Là. Allez voir des gens boire du cava dans ces places-là du Pacifique, vous allez être tordus. Là, son stone complètement. Là. Donc, le prince Charles a bu ça parce qu'il est en visite là-bas pour la première fois. Le pays avec le plus d'acronymes au monde. Ici, on a le CIUS, on en a des acronymes ici qu'on n'est même pas capable d'écrire le email sans faire de faute. Hein? Mais la France, c'est la grande championne. Il y a tout le temps un acronyme. Puis après ça, ils disent tout le temps, mais c'est-à-dire, au lieu des Jeux olympiques, oh, nous avons eu les JO cet été. Oh, c'est-à-dire les Jeux olympiques. Hein? Ils aiment beaucoup le mot « c'est-à-dire » les Français. Donc, c'est le pays avec le plus d'acronymes au monde. Et finalement, les phrases les plus clichés qu'on peut dire dans un email en partant. Hein? J'espère que ça va bien. Ça veut dire, là, je me balance complètement de ce qu'il faut, de la réponse, là. Mais je suis obligé de te le demander pour commencer l'email. Donc, c'est à peu près ça que ça veut dire. Hein? Et un autre, il dit « Just following up ». Ça veut dire « Mon stick, tu n'as pas répondu à mes emails avant. » Donc, regardez les phrases que vous recevez dans l'email. Vous allez voir que des fois, c'est assez cliché. Hein? Mais la pire, j'espère que ça va bien. Ça, on s'en fout bien raide. Hein? Des fois, je vous le dis, moi, bonjour, bon matin, bienvenue en prenant votre café. J'espère que ça va bien. Le problème, je n'ai pas la réponse. Mission accomplished. Et peut-être que ça va bien quand je vous l'écris, mais quand vous répondez, peut-être que ça ne va plus bien. Hein? C'est comme ça. Ben moi, ça a bien été. Donc, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. Venez donc nous voir. C'est comme un ordre. Hein? Moi, j'aimerais ça que vous venez me voir sur françoislambert.one. Venez voir les produits qu'on fait. Hein? Je vais taguer les gaufres que j'ai parlé dans la vidéo ici. Merci. Bye.